Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 3e édition de la ParisTestConf. C'est la 3e soirée de la 3e édition. Nous sommes tous très heureux de vous retrouver pour 3 nouvelles présentations de qualité. Donc, je suis Thomas Kuipers, test lead chez AXA France, et je serai votre hôte ce soir. Donc, nous nous tenons à disposition avec toute l'équipe de la ParisTestConf. Vous pouvez nous contacter directement soit via les commentaires du YouTube, soit sur Discord. On va poster le lien bientôt. Et donc pour cette première présentation, je vais inviter à monter sur scène Aurélie Martin, testeuse et automaticienne chez AXA France, Bonsoir. qui va nous parler de la place des tests exploratoires dans ses activités de testeuse. Donc du coup, Aurélie, je te laisse la main et puis on se retrouve à la fin. Et je Il rappelle. faut que tu partages. Il faut que je partage, exact. Merci Aurélie, Pas la désolé. main. C'est pas grave. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat YouTube et on les posera à la fin, Aurélie. Et bonne présentation, Aurélie, à tout à l'heure. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne ParisTestConf et que cette 3e soirée sera tout aussi bonne pour vous. Je commence donc la soirée pour vous présenter un retour d'expérience sur la place des tests exploratoires dans mon quotidien de testeuse agile, la façon dont on les met en pratique et à quel moment de l'étape de delivery de notre application, on met en place les tests exploratoires. Une rapide présentation. Je suis donc Aurélie Martin, je suis testeuse et automaticienne chez AXA France. Je suis testeuse depuis 3 ans. J'ai une expérience en développement web avant cela, ce qui fait que voilà, c'est pour ça que je suis aussi automaticienne. Et j'aime beaucoup partager et m'enrichir des expériences des autres sur tous les sujets du test et de l'agilité. Sur cette présentation, je ferai donc quelques rappels sur les tests exploratoires. Ensuite, j'expliquerai dans quel contexte on travaille, ce qui nous a amené à nous poser la question du test exploratoire et de la façon dont on a souhaité le mettre en place. Ensuite, la principale partie de la présentation sera dédiée à l'explication de comment on met en pratique du coup ces tests. Un petit passage de petit questionnement sur le no test case et puis ensuite on fera une conclusion. C'est une présentation qui devrait durer une 40aine de minutes. Je vous laisse poser les questions, soit vous les gardez pour la fin, soit vous pouvez les écrire au fur et à mesure dans le chat. Thomas il s'occupe de les noter pour les poser en fin de présentation, et vous verrez tout au long de la présentation, il y a quelques slides qui me permettront à moi de faire une petite pause, juste le temps de boire 2 gorgées d'eau, parce que sinon je me connais, au bout de 40 minutes, je n'ai pas respiré, je n'ai plus de voix, mais vous verrez les slides préviennent, et donc vous inquiétez pas si le micro coupe rapidement. Donc, pour commencer sur les rappels sur les tests exploratoires, je prends la définition qui se rapproche le plus de ce qu'on fait et des définitions qu'on trouve assez régulièrement sur les différentes présentations et les articles qui expliquent ce que c'est. Donc, le test exploratoire, c'est une approche de test qui consiste à réaliser simultanément la découverte du produit, la conception des scénarios de test et l'exécution de ceux-ci. Donc j'insiste sur le fait que c'est vraiment 3 activités qui se font simultanément lorsqu'on fait du test en exploratoire. Pour
sortir un petit peu de quelques fausses idées qu'on trouve assez souvent sur le test exploratoire. Je voulais inciter sur le fait que ce n'est pas du monkey testing ni du test ad hoc, donc c'est pas du test complètement libre, ça reste une activité qui est préparée et qui est planifiée à l'avance. Ce sont des tests qui sont cadrés, on a une méthode de test. Souvent on parle d'une charte de test exploratoire, donc on va voir par exemple une référence, une documentation de notre application au minimum, le périmètre sur lequel on va se focus pendant notre session de test, des objectifs à atteindre et aussi les outils qui vont être utilisés. Les tests exploratoires, ce ne sont pas non plus uniquement les cas nominaux ou ce qu'on peut appeler aussi les parcours clés. Ça peut très bien s'appliquer, et nous c'est ce qu'on fait, sur des cas alternatifs, des cas non passants. Vraiment chercher à comprendre et à tester comment se comporte l'application sur différentes configurations. Et ça peut aussi être mis en place pour du test non fonctionnel ou des tests de compatibilité, par exemple. Euh, et donc aussi, ce que j'entends assez régulièrement, c'est que les sessions exploratoires, ce sont des tests qu'on fait en fin de validation, en fin de période de recette ou de validation, pour compléter, pour s'assurer que tout va bien, qu'on n'a rien raté. Et donc ça peut être le cas, mais c'est vraiment pas obligatoire. Les tests exploratoires peuvent être vraiment faits à chaque étape du cycle de livraison de l'application, du cycle de vie de l'application. Et je vais vous montrer également comment on les met en pratique chez nous. Donc pour résumer, le test exploratoire, c'est une façon de tester. C'est pas un test qui s'applique seulement à un moment du cycle de vie de l'application ou sur certaines typologies de tests. Ça peut s'appliquer de la même manière que les tests plus traditionnels, les tests scriptés. Donc, quelques mots sur le contexte qui nous a amené à mettre en place le test exploratoire sur notre périmètre dans notre équipe et pourquoi on l'a mis en place de cette façon. Donc, historiquement, nous, on est sur une équipe qui a plusieurs plus petites applications et 2 ou 3 applications plus importantes à tester. Donc, il y a beaucoup de choses à tester. Quand on est arrivé, je suis arrivée moi à peu près sur l'équipe sur laquelle je suis en ce moment il y a 2 ans. On s'est rendu compte déjà qu'il manquait pas mal de documentation des applications qu'on doit tester. Ça, c'est quelque chose qui nous a pas mal manqué. Il y avait aussi énormément de tests scriptés dans les référentiels de tests. Donc, ce que j'appelle un test scripté, ce sont les tests ce qu'on apprend à faire un peu plus traditionnellement, notamment au début, lorsqu'on est formé au test. Ce sont les tests où il y a vraiment plusieurs étapes avec à chaque fois une action à faire, un résultat attendu. Donc, par exemple, je saisis mon identifiant, je saisis mon mot de passe et je clique sur le bouton se connecter. Résultat attendu, j'arrive sur la page d'accueil de mon application et toute une suite d'étapes comme ceci. Et c'était des tests qui étaient pas toujours évidents pour un testeur qui arrive, qui découvre l'application. On avait du mal parfois à comprendre les objectifs du test, les règles à respecter. Il y avait beaucoup de répétitions dans les tests puisqu'ils testaient tous les cas possibles. Et ce sont des tests aussi, les tests scriptés qui sont très répétitifs. Ce qui peut engendrer au bout d'un moment le paradoxe du pesticide sur les tests des applications. Le paradoxe du pesticide, c'est un des principes du test qui dit que une application, si on fait tout le temps les mêmes tests sur cette application, elle peut finir par y devenir résistante. C'est-à-dire qu'en réalisant toujours exactement les mêmes tests, au bout d'un moment, on ne trouve plus d'anomalies sur les tests qu'on exécute et les bugs vont se trouver un petit peu à côté de ces tests-là et on risque de les rater. Tout cela faisait aussi qu'on passait énormément de temps à préparer notre phase de recette, notre phase de validation de l'application, pour justement rédiger ces tests scriptés, pour retrouver la documentation sur les cas de régression, etc., les choses qui n'étaient pas suffisamment documentées. On a profité donc de l'opportunité de la mise en place d'une nouvelle application
de notre périmètre. C'était enfin c'est toujours d'ailleurs une application web, donc avec une interface IHM et des API en back-end. Et on a profité de cette nouvelle application pour se poser la question, est-ce qu'on continue à utiliser les mêmes pratiques que ce qu'on faisait avant, ou est-ce qu'on essaie d'améliorer nos pratiques? En parallèle, sur cette nouvelle application et au sein de toute l'équipe, donc pas seulement les testeurs, mais aussi les développeurs et l'équipe produit, product owner notamment, on a fait en sorte d'améliorer nos pratiques agiles. Ce qui nous a permis d'augmenter notre rythme de delivery. Nous, en tant que testeurs, on a essayé d'améliorer notre shift left. Je vais revenir un peu dessus ensuite, mais donc l'effort de test a été progressivement mis de plus en plus tôt sur le cycle de vie de l'application. Et on a eu également une meilleure communication entre les différents métiers en fait de l'équipe. Donc les testeurs, les développeurs, l'équipe produit, les référents métiers aussi. On s'est mis à beaucoup communiquer. Donc tout ça a mis en place un terrain favorable au test exploratoire, puisque les testeurs connaissaient mieux le contexte métier, connaissaient mieux aussi la solution technique ainsi que les risques. Et donc ce qu'on dit souvent quand on présente le test exploratoire, c'est que ça fonctionne mieux lorsqu'on a des testeurs expérimentés, soit dans le métier du test, soit dans la connaissance de l'application. On a aussi mis en place des tests automatisés assez rapidement sur cette application, ce qui diminue donc les risques de régression et ce qui nous permet d'avoir une meilleure confiance en l'application et donc d'être plus à l'aise pour faire du test exploratoire. Donc pour expliquer quand est-ce qu'on teste sur notre application, j'ai repris un schéma que Janet Gregory avait publié dans un article. Elle m'a gentiment autorisé à le réutiliser, à l'adapter. Donc l'application, donc plutôt qu'utiliser un schéma linéaire, je préfère ce schéma-là qui est plus représentatif. L'application, elle passe par plusieurs phases, ou la construction de l'application passe par plusieurs phases. On a et ce sont des phases qui s'enchaînent indéfiniment. On a donc une phase de backlog où on réfléchit à ce qu'on veut mettre en place. On mature un peu les sujets avant de pouvoir les spécifier donc à toute l'équipe. Nous, on fait des ateliers de Tres Amigos avec des ateliers d'example mapping, notamment pour présenter les nouvelles fonctionnalités à l'équipe, que les développeurs et les testeurs et l'équipe produit puissent discuter ensemble de qu'est-ce qu'on veut exactement, comment on veut le mettre en place et quels sont les risques. Ensuite, il y a toute la phase de développement, où c'est beaucoup les développeurs qui sont actifs, mais nous, les testeurs, on est toujours très actifs aussi sur cette phase-là. Au fur et à mesure, on intègre les nouvelles fonctionnalités les unes après les autres sur un environnement d'intégration chez nous qui est dédié à ça, sur lequel on teste aussi beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on a une version complète, donc qui regroupe plusieurs user stories, donc plusieurs fonctionnalités qui sont cohérentes ensemble, on prépare une version qu'on va valider au niveau de l'équipe de test avant de la passer en production. Nous, en tant que testeurs, on agit vraiment sur toutes ces étapes-là qui sont en rouge foncé du cycle de vie de l'application. Et quand je parlais de shift left tout à l'heure, c'est vraiment pour parler de ces 3 principales étapes où traditionnellement, on a plutôt tendance à mettre l'effort de test plutôt sur la droite. Et nous, donc progressivement, on a basculé l'effort de test. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'activités de test sur les phases de backlog, de spécification, de développement. Je vais en reparler, mais on met vraiment plus notre effort de test à ce niveau-là pour que la phase d'intégration et de validation devienne presque qu'une formalité et qu'en tant que testeur, on ait moins d'efforts à fournir à ce moment-là parce qu'on maîtrise notre application, on maîtrise ce qui est développé, ce qui est livré et on a pu déjà détecter les principales anomalies les plus bloquantes avant même que ce soit livré sur l'environnement d'intégration. J'ai mis la phase d'observation en production où on observe un peu le comportement des utilisateurs et d'où découlent des idées justement pour améliorer cette application, pour commencer à décider de quelles sont les futures fonctionnalités qu'on va vouloir y mettre. Je les ai mis en clair puisque aujourd'hui, dans la réalité de mon expérience, les testeurs
n'ont pas d'activité sur ces phases-là ou très peu, on n'est quasiment pas sollicité. Donc l'idéal, ce serait qu'on commence aussi à être de plus en plus sollicité sur ces phases-là pour être vraiment intégré à toute l'étape. Mais voilà, j'ai préféré représenter ce qui est notre réalité. Je vais détailler donc ces différentes étapes sur la suite de la présentation. Donc voilà, pour la façon dont on met en pratique les tests exploratoires de notre côté, je vérifie, oui, j'ai bien réactivé mon micro. Pour commencer sur la phase de backlog, on a des activités d'exploration. Donc je parle plus d'exploration que de tests exploratoires à proprement parler, puisque il y a des activités où voilà, les testeurs, mais surtout le product owner et les développeurs vont explorer l'application telle qu'elle existe pour voir ce qui existe, pour comprendre aussi quelle est la nouvelle fonctionnalité à préparer, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, pourquoi on veut le mettre en place. On fait aussi beaucoup d'exploration pour comprendre le comportement des applications externes qu'on va consommer, notamment les web services, les API externes. On a parfois besoin de les manipuler un peu en amont pour comprendre quel est leur fonctionnement et comment nous, on doit les utiliser pour communiquer avec notre application. Donc je parle plus d'exploration que de sessions de tests exploratoires, puisque ce sont des phases où on n'a pas vraiment de charte de test. C'est beaucoup moins cadré que les sessions que je vous présenterai par la suite. Donc voilà, je me permets pas d'appeler ça purement du test exploratoire, mais pour moi ça reste dans la même veine quand même, où c'est déjà un moment où on commence à explorer notre application et à mieux la comprendre et à mieux comprendre aussi ce qui va venir, ce qu'on va vouloir mettre en place. Donc sur la phase backlogs, c'est beaucoup plus le product owner et les développeurs que les testeurs qui font ce travail-là, mais il arrive assez régulièrement que les testeurs soient sollicités. Il y a régulièrement des réunions de maturation qui se font et le test lead de notre équipe est convié à ces réunions. Ça lui permet au moins de suivre, d'avoir une vue des échanges, de pouvoir aussi poser ses questions si jamais il tique sur certains points. Et ça nous permet déjà d'anticiper un peu, de commencer à comprendre les risques et la solution technique qui est en train de se préparer. Ensuite, on a la phase de spécification des nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est vraiment une étape où il y a le product owner de l'équipe, les développeurs, enfin, le ou les développeurs, et le ou les testeurs, où on va discuter ensemble d'une fonctionnalité bien précise, donc qui est matérialisée sous la forme d'une user story. C'est pour ça qu'on appelle ça l'atelier de Tres Amigos, puisqu'il y a la composante test, dev et product owner. On fait des ateliers d'example mapping, et donc ça nous permet vraiment de comprendre quelle est la fonctionnalité qu'on veut mettre en place, comment on veut la mettre en place, et de poser des questions et d'en sortir des différents exemples qui vont nous permettre de comprendre la fonctionnalité. Lors de ces sessions, on utilise souvent un prototype qui est donc l'application en dur, en fait, sans jeu de données, sans les cas d'erreur, etc. C'est développé par nos équipes UX, nos équipes design. Donc ce sont un peu les pages en dur de l'application. Ça nous permet de pouvoir naviguer dans l'application telle qu'on la voudra à la fin. Et nous, en tant que testeurs, ça va nous permettre de comprendre le parcours utilisateur. Donc là, on commence déjà aussi à explorer quelle va être l'application à la fin. Et la phase de spécification, c'est là où on commence à mettre en place, nous, notre référence, ce qui va vraiment nous servir à nos sessions de tests exploratoires par la suite. C'est ce que j'appelle une bibliothèque de règles. Je vais vous la présenter juste après. Mais c'est à partir de cette phase de spécification qu'on commence à connaître les règles qui vont être mises en place sur notre application, et on va pouvoir nous les regrouper pour s'en servir de référence par la suite. Notre bibliothèque de règles, en fait, d'où elle découle, comme je le disais en début de
de présentation, l'historique sur nos applications, c'est qu'on avait un manque de documentation et beaucoup trop de tests scriptés. Et donc, on s'est beaucoup posé la question, comment réussir à passer sur du test exploratoire, mais aussi tout en gardant une manière de documenter notre application. On avait surtout une pensée pour les futurs testeurs qui viendront un jour probablement nous remplacer sur ce périmètre. On s'est dit comment faire en sorte qu'il reste vraiment une trace et une documentation, puisque les user stories dont je parlais tout à l'heure se perdent assez facilement une fois qu'elles ont été publiées en prod. Et donc pour toutes les règles déjà existantes, pour toute la régression, comment est-ce qu'on garde cette trace? On a décidé de mettre en place ce référentiel de règles qui devait nous permettre donc de déterminer quels sont les objectifs de nos tests, éventuellement quels sont les inputs à ces tests et qu'est-ce qu'on attend en sortie. Et on s'est posé la question de quelle forme ça devait prendre. Et la meilleure solution pour que la forme ne soit pas trop contraignante, que ça ne nous prenne pas beaucoup de temps, ça a été d'utiliser l'outil habituel, donc le même outil qui est utilisé pour la mise en place des tests scriptés. L'outil qui est utilisé chez AXA, c'est X-Ray, qui est une extension de Jira. Donc c'est un outil qui permet d'entrer des cartes qui sont des cas de tests et de les regrouper dans des plans de tests, des suites de tests, etc. Des choses assez traditionnelles. Donc nous, on a décidé de continuer à utiliser cet outil. Et donc on utilise toujours le format de carte test que j'ai gardé entre guillemets. Et plutôt qu'au sein de ces cartes tests d'avoir un test scripté et d'avoir plusieurs tests scriptés qui vont aller tester la même fonctionnalité, nous on a préféré du coup à chaque fois les regrouper chaque fonctionnalité et juste aller redéfinir les règles, réécrire les règles qui ont été définies pendant les phases de spécification et les enrichir au fur et à mesure qu'on met des nouvelles fonctionnalités. Donc avant, là où pour une fonctionnalité, on pouvait avoir 2 cas de test, parfois 5 cas de test, 10 cas de test avec des valeurs limites, des cas à la marge, etc. Nous, on a préféré avoir qu'une seule carte de test où à l'intérieur, on va venir remettre les règles de la fonctionnalité à tester. C'est un peu un mémo, un pense-bête et ça va nous servir de référence par la suite. À l'intérieur de cette carte, nous, on utilise la syntaxe Gherkin pour rédiger ces règles. C'est vraiment pas une obligation. Nous, on l'a fait, c'était une habitude qui commençait à se prendre au sein de l'équipe. On a aussi nos développeurs qui travaillent en test first et en BDD et donc qui rédigent leurs propres tests avec la syntaxe Gherkin. Donc on a voulu se mettre en phase avec eux, mais les règles auraient très bien pu être rédigées d'une autre manière, des listes à puces, des exemples, ce genre de choses. Chaque carte de test, comme on reste toujours sur un outil qui est dédié à la gestion des tests, on peut les tester, les relier aux user stories qui sont testées ou aux cartes anomalies qui sont testées. Et ça va nous permettre par la suite d'avoir vraiment une bonne traçabilité de notre couverture de test et toujours quand on revient sur ces cartes test en tant que pense-bête, si jamais la règle n'est plus très claire ou qu'on a un doute, on peut toujours revenir de fil en aiguille jusqu'à la user story pour être sûr que le comportement observé sur l'application est bien celui qui était demandé et attendu. Donc les premiers tests exploratoires qui commencent vraiment en tant que tels sur nos applications, c'est lorsqu'on commence à mettre en place les tests automatisés. Donc les tests automatisés, on automatise les tests IHM. Donc c'est un automate qui parcourt l'application et qui imite des actions de l'utilisateur. Donc saisir des champs, cliquer sur un bouton, vérifier le contenu d'une page. Et on fait aussi des tests API, des tests web service, donc vraiment des
des échanges de données un peu plus techniques, mais qui restent quand même accessibles à pas mal de monde. On commence à mettre en place ces tests déjà pendant la phase de spécification, où on commence à réfléchir à la façon dont on va les mettre en place. On peut préparer aussi déjà certains tests automatisés. Et ensuite, pendant la phase de développement par les développeurs de l'application, on va pouvoir continuer nous aussi à mettre en place ces tests automatisés. Et ensuite, dès que les fonctionnalités sont poussées sur l'environnement d'intégration et donc sont branchées avec le reste de l'application, on peut commencer à les exécuter et à les ajuster. Pourquoi on fait des tests exploratoires pour la mise en place des tests automatisés? En fait, il y a tout un travail déjà de recherche et de préparation des jeux de données qui fait qu'on va devoir manipuler l'application pour se poser la question justement quel va être le comportement lorsque j'envoie telle donnée sur l'application. Est-ce que ça répond comme ce à quoi je m'attendais? Est-ce que la sécurité des données est respectée? Si je mets un nombre négatif, par exemple, est-ce que je reçois bien le message d'erreur attendu? Donc tout ce travail de recherche, de préparation, finalement, ça se fait en manipulant manuellement l'application. Donc soit au travers de l'interface IHM, soit directement en faisant des appels à l'API, mais en changeant manuellement les différentes données, les différentes variables. Et c'est à la fin de ces sessions exploratoires où on obtient du coup un cas de test qui est plus scripté et qui va être automatisé, variabilisé, qui va pouvoir tourner de façon régulière sur l'application sans qu'on ait plus besoin d'y toucher, mis à part de la maintenance parfois assez régulièrement, surtout lorsqu'on enrichit les fonctionnalités. Mais en tout cas, sur la régression, ce sont des tests qui bougent quasiment plus. Donc finalement, les tests automatisés, ils ont beau être scriptés, puisque sur l'automatisation IHM, c'est vraiment du code. Et sur l'automatisation API, c'est un enchaînement d'appels à des web services, de requêtes et de réponses aux web services. Donc, on obtient des tests automatisés qui sont scriptés, mais qui sont quand même le résultat de sessions d'exploration. Et pour nous, c'est assez important de mettre ça en place de cette façon-là. Ce qui nous permet vraiment de variabiliser nos jeux de données et de toujours continuer à se reposer des questions sur l'application et à pas juste automatiser de manière un peu automatique les différents exemples, les différentes règles qu'on avait vues lors des spécifications, mais déjà commencer à se poser les questions et à être sûr qu'on n'a rien loupé en amont. Et donc ensuite, sur les phases d'intégration et de validation, c'est là que viennent vraiment des vraies sessions exploratoires, des sessions qui sont plus complètes. Donc ces sessions, elles ont toute une durée déterminée. Donc ça va dépendre, ça peut être entre 30 minutes à 2 heures à peu près. C'est rare qu'on fasse des sessions qui sont beaucoup plus longues, il faut faire des pauses aussi. Mais en tout cas, ce sont quand on décide de faire une session de test exploratoire, c'est une session où on va essayer d'éviter d'être interrompu sur d'autres activités, où on est vraiment concentré sur notre test, sur notre application. Ça reste quelque chose qu'on va faire de manière méthodique et c'est pas des tests qui sont faits au hasard. On a des inputs pour nos tests exploratoires, ce qui pourrait être matérialisé dans une charte. Nous, on n'a pas vraiment un seul document qui va nous servir de charte de texte exploratoire, mais on a quand même des inputs qui peuvent être tracés à différents endroits. Donc notre référence, ça va être notre bibliothèque de règles que je montrais tout à l'heure, et éventuellement, si jamais on a besoin d'aller creuser un peu plus, qu'on a un doute, on peut toujours revenir sur les cartes user story ou sur les example mapping qui ont découlé de nos sessions de spécification de Tres Amigos. On se met toujours en tête une thématique de la session. Donc la thématique, ça peut être par exemple le rôle qui va être endossé. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je vais tester mon application, est-ce que je vais être un client de l'entreprise? Est-ce que je vais être un agent d'assurance? Est-ce que je vais être une personne qui utilise l'application pour la première fois, ou est-ce que j'ai l'habitude de l'utiliser, je sais exactement ce que je veux faire? Ça peut être aussi donc la thématique, un objectif qu'on recherche ou une fonctionnalité particulière à tester. Par exemple, on peut baser une session sur des tests de compatibilité mobile où toute la session va être faite sur un mobile et où on ne cherche pas forcément à tester les différentes règles métiers en tant que telles, mais plus l'affichage de l'application sur le mobile.
On connaît les périmètres qu'on veut tester et on connaît quelle est leur priorité. On sait qu'est-ce qui est important comme fonctionnalité et qu'est-ce qui va être moins important. Là où les anomalies vont être critiques et là où les anomalies peuvent être plus mineures, puisque c'est une partie de l'application qui a moins de valeur métier. On connaît aussi nos données, nos jeux de données, donc ça peut être soit des données qui sont préparées à l'avance. Parfois, on a besoin de données spécifiques qui demandent un certain temps de préparation. Mais ça peut aussi être des données qui vont être recherchées au fur et à mesure de l'exploration. On a plusieurs outils qui nous permettent de chercher des jeux de données au sein d'AXA. On a des bases de jeux de données anonymisées, donc avec des fiches clients, des contrats, etc. Donc ça peut être fait au fur et à mesure de nos besoins lors du test exploratoire. Et on a toujours en tête aussi, ils sont listés dans notre bibliothèque de règles, des tests que j'appelle opportunistes. C'est-à-dire, par exemple, des tests de résilience en cas de coupure réseau, ou si on a un des web services qui fonctionne pas. Ce sont des tests qui peuvent être un peu embêtants à déclencher à la demande, de demander à couper un certain web service qui peut servir à d'autres applications, donc il faut s'assurer que les autres équipes sont pas en train de l'utiliser en même temps. Par contre, le jour où il est vraiment coupé, c'est là où nous, on va en profiter pour se dire: «OK, je vais aller tester la résilience de mon application et je vais regarder un petit peu comment elle se comporte à ce moment-là». Et en output des sessions de tests exploratoires, il y a toujours une prise de notes sur différents supports. Moi, je suis toujours très fan du papier-crayon. Il y en a qui sont plus sur du Notepad et on a aussi toujours notre outil de X-Ray, qui est notre outil de gestion des tests, qui nous permet au besoin aussi de prendre des notes et qu'elles soient plus partagées avec le reste de l'équipe, donc ça peut être intéressant. En sortie, il peut y avoir des cartes anomalies, des tickets anomalies, ou parfois ce sont juste des simples remarques ou des questionnements qu'on va transmettre à l'équipe, qu'on va partager avec l'équipe à la fin de notre session. Souvent, on enrichit finalement notre bibliothèque de règles aussi pendant le test. Donc, c'est vraiment là où on fait du test exploratoire, c'est qu'on continue d'enrichir nos scénarios, nos cas de test et notre référentiel au fur et à mesure du moment où on teste, parce qu'on découvre de nouvelles choses ou parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas compris la façon dont ça allait être mis, donc on va corriger un petit peu ce qu'on avait noté. Et tout ça, en fait, toujours nous amène à toujours un peu préparer la session suivante, commencer à y penser, ou en tout cas, sur 30 minutes de test, je vais peut-être voir, pendant que je fais un test sur une certaine fonctionnalité, heu, je vais remarquer qu'il y a quelque chose qui est un peu louche à côté, mais c'était pas l'objectif de mon test aujourd'hui sur mes 30 minutes, donc je prends des notes pour savoir que, demain, peut-être que ma session de test va porter sur cette fonctionnalité qui m'avait l'air un peu louche au passage, mais sur laquelle je n'avais pas prévu de me concentrer aujourd'hui. Donc ensuite, je vais vous parler de la phase d'intégration chez nous. Donc l'intégration, ça se fait sur un environnement particulier, hein, qui est notre environnement d'intégration. C'est un environnement où les développements des fonctionnalités sont poussés au fur et à mesure. Donc chaque fois qu'un développeur pousse son code, son nouveau code, une fois qu'il a été relu par ses pairs, une fois qu'il a été pair testé, on fait beaucoup de pair tests, donc parfois en local sur le poste du développeur, il va pousser sa nouvelle fonctionnalité sur l'environnement d'intégration. Donc c'est un environnement qui est en constante évolution, puisque plusieurs fois par jour, on a des fonctionnalités ou des parties de fonctionnalités qui sont poussées dessus. C'est un environnement qui bouge beaucoup et c'est celui où, en termes de sessions de tests exploratoires, on a le plus d'activité. Sur, sur les périmètres de tests, sur les tests d'intégration, en général, c'est vraiment centré sur une seule fonctionnalité lorsqu'on fait nos sessions. Donc, ça va être la nouvelle fonctionnalité qui vient d'être publiée par le développeur, où on va mettre en place nos sessions exploratoires. Il faut savoir que sur cet environnement, on a les tests automatisés de régression qui tournent et qui tournent très fréquemment, puisqu'ils sont intégrés à la plateforme d'intégration continue. Donc à chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité est poussée, les tests de régression se lancent, qui nous permet déjà de toujours avoir un état des lieux des fonctionnalités, vérifier qu'il n'y ait pas de régression qui ait été injectée sur l'application. Donc les tests exploratoires manuels là-dessus sur l'environnement d'intégration sont très fréquents.
On fait plusieurs sessions. En général, c'est plutôt des sessions assez courtes quand même, de 30 minutes, mais on va en faire plusieurs par semaine et toutes les semaines en permanence, puisque les développeurs ajoutent en permanence de nouvelles fonctionnalités. Les références ce qui nous sert de référence sur les tests d'intégration, ça va être beaucoup plus les user stories et les example mapping. Donc, puisqu'on est souvent centré autour d'une fonctionnalité, on va vraiment se focuser sur là où les user stories qui décrivent cette fonctionnalité. Et la bibliothèque de règles est ajustée au fur et à mesure, et c'est souvent à l'occasion de ces tests exploratoires qu'on va beaucoup l'enrichir par rapport à ce qu'on avait commencé à mettre en place pendant la phase de spécification, et qu'on va venir enrichir nos règles et ajuster ce qu'on avait prévu. L'objectif des tests sur l'environnement d'intégration, c'est vraiment le test au plus tôt, donc c'est de repérer au plus tôt les anomalies. Et quand je parle d'anomalies, ça peut être soit des défauts dans le code qui ont été générés par ce qui a été développé, mais ça peut aussi être des défauts dans les spécifications, des oublis, quelque chose qui n'était pas clair, ou quelque chose qui a été tout à fait développé comme c'était demandé, mais finalement à l'utilisation, on se rend compte que c'est pas très pratique, que c'est pas intuitif. Donc tout ça pour moi, ce sont des anomalies, et on essaie de les repérer au plus tôt pour pouvoir être réactif et les corriger dès qu'elles ont été repérées. Ça nous permet aussi d'avoir toujours un état des lieux de l'application à un instant T. Donc de vraiment repérer les anomalies au plus tôt, soit de les corriger, soit en tout cas elles sont connues et ensuite priorisées par l'équipe produit. C'est aussi un environnement qui va nous servir de découvrir ou de redécouvrir le comportement de l'application si on a des questions sur une certaine fonctionnalité, si on a besoin d'aller revoir comment s'était mis en place telle fonctionnalité pour comparer à la nouvelle qui a été mise en place. Et donc ce sont sur les tests d'exploration qu'on fait là-dessus, ça va être des tests fonctionnels, mais comme je le rappelle, ça peut être aussi des tests de compatibilité, ça peut être aussi des tests non fonctionnels, un petit peu de tests de sécurité. On fait des tests de sécurité de base à notre niveau. Tout ce qui est vraiment pen test, c'est fait par des équipes spécialisées, mais du test de résilience, ce genre de choses. Et enfin, donc ça c'est moins fréquent. On a des versions nous qui sont délivrées à peu près toutes les 4 semaines, qui sont poussées sur l'environnement de recettes. Donc une version sur l'environnement de recettes, c'est vraiment une version de l'application qui va être destinée à partir en production. Donc c'est un ensemble de plusieurs fonctionnalités. C'est un lot fonctionnel ou parfois un lot technique qui est cohérent et qui est destiné à être livré en production. Voilà, comme je disais, on livre chez nous toutes les 4 semaines. On aimerait bien pouvoir commencer à être un peu plus rapide, un peu plus flexible et pouvoir livrer plus régulièrement. Les tests exploratoires nous aident à ça, puisqu'on a moins de temps de préparation en amont des tests, et donc l'activité des testeurs est moins bloquante pour améliorer le délai de livraison. Mais ce ne sont pas les seules choses à prendre en compte. Donc pour l'instant, on reste sur un rythme de 4 semaines. Donc l'environnement de recette est forcément beaucoup plus stable puisqu'on a une version qui est livrée déjà moins régulièrement, et c'est surtout une version de l'application qui a déjà été beaucoup éprouvée par toutes les étapes qui ont eu lieu en amont, que ce soit les tests d'intégration, mais aussi dès le départ, au moment des spécifications, pendant la phase de développement, où on a pu déjà éliminer beaucoup d'anomalies et d'instabilité de l'application. Sur le périmètre de test sur l'environnement de recette, donc là on n'est plus sur de la fonctionnalité unitaire, mais on a vraiment tout l'ensemble de fonctionnalités qui vient d'être livré. Je vais vous montrer ça, ça reste matérialisé sous la forme d'un test plan pour nous. Le test plan, c'est plus un outil visuel qu'un outil de scriptage des tests. On a aussi les tests automatisés qui tournent sur l'environnement de recette, toujours pour s'assurer qu'il n'y ait pas de régression, et puis pour toujours avoir un état des lieux juste après la livraison. Au niveau des sessions de tests exploratoires sur la campagne de recettes, tous nos tests sont faits en exploratoire, mais du coup les sessions en recette ont lieu moins fréquemment, donc c'est une fois par version. On va faire plusieurs sessions de 1 à 2 heures à peu près sur une semaine, qui vont être étalées sur une semaine.
Et donc ce sont des sessions qu'on va faire toutes les 4 semaines. Sur l'environnement de recettes, c'est aussi l'environnement qu'on va mettre à disposition de nos experts métiers qui, eux, vont faire aussi une partie de la validation de l'application. En général, on attend, nous, d'avoir terminé nos tests ou en tout cas de les avoir bien avancés pour donner la main au métier et où eux, finalement, vont aussi faire du test exploratoire on leur fournit le périmètre à tester, on leur explique ce qui vient d'être livré, on leur explique ce que nous, on a déjà testé. Et le rôle qu'on attend d'eux. En général, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils aillent faire les parcours clés de l'application, ce qui représente 80% de l'utilisation, et qui nous indique que ça correspond bien à ce qu'ils attendaient, que le comportement de l'application est conforme à ce que eux attendaient. Et donc on les cadre avec un document qui peut être appelé une charte de test, puisqu'on leur fournit aussi des jeux de données. Parfois, on leur donne des exemples aussi de tests à mettre en place, surtout pour les métiers qui connaissent un peu moins l'application au démarrage d'une nouvelle application, qui commencent un peu à la découvrir. On leur fournit les jeux de données, les fonctionnalités livrées, ce qu'on attend d'eux. Notre référence sur l'environnement de recettes, ça va beaucoup plus être situé au niveau de la bibliothèque de règles. Et donc, les objectifs de la recette, c'est vraiment de valider la version, de mettre un tampon pour dire OK, elle est bonne pour partir en production. L'utilisation de X-Ray pendant les tests exploratoires, comme je le disais tout à l'heure, on matérialise quand même en fait nos tests sur un test plan et donc des tests exécution, ce qui nous permet en fait d'avoir un outil visuel pour voir un petit peu où on en est, pour pouvoir montrer au reste de l'équipe où on en est. Mais au lieu d'avoir toute une liste de tests scriptés qu'on doit exécuter méthodiquement, c'est plutôt situé au niveau de la fonctionnalité. C'est plus un pense-bête pour nous. Voilà, quel est le périmètre de ce que je vais tester sur ma version? J'ai la liste des fonctionnalités, je sais ce que je dois tester, je vais pouvoir faire mon exploration à partir de là. Je peux, si j'ai besoin, aller dans le détail de la règle, de la carte, pour aller voir un peu les règles, notamment si je suis un testeur débutant qui connaît pas bien l'application encore, qui la maîtrise pas complètement, j'ai besoin de me rassurer, je peux aller voir les règles. Si je trouve un comportement sur lequel j'ai un doute, je suis plus sûre si la règle était vraiment spécifiée comme ça, si c'est vraiment ce qu'on veut ou pas, je peux aller voir dans le détail et comme je l'indiquais tout à l'heure, au besoin, je peux remonter jusqu'à la user story et aux example mapping. Et donc ça nous permet d'illustrer visuellement au reste de l'équipe où on en est et de voir un peu quel est l'état de l'application. Et ça nous permet aussi de suivre la couverture des user stories, puisque comme chaque carte de règles va être reliée directement à une ou plusieurs user stories, à la fin de nos sessions, on s'assure que toutes les user stories qui sont livrées dans la version ont été couvertes par au moins un des tests qu'on a fait. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu mon approche de la fin pour pouvoir ensuite répondre à vos questions. Mais donc en résumé, à quel moment on teste sur l'application? Donc comme je le disais, il y a déjà des activités de test, même si elles sont pas toujours faites par les testeurs. Je pense que le test n'est pas réservé aux testeurs. Sur la phase de backlog et de maturation, où on va explorer l'existant et ce qui va nous permettre d'identifier les solutions à mettre en place et les risques pour les nouvelles fonctionnalités. Sur la spécification de ces nouvelles fonctionnalités, on a donc toute une phase de découverte et d'échange de questions-réponses avec le reste de l'équipe. Et c'est là où on commence à enrichir notre référentiel. Pendant la phase de développement, on a donc notamment des pair tests. J'ai oublié d'en parler, les développeurs ont des code reviews et les testeurs peuvent y participer ou peuvent aller relire le code des développeurs. Nous, on le fait assez fréquemment et ça nous permet aussi de repérer certaines incompréhensions, certaines anomalies avant même que le code soit livré. Et donc c'est là, nous, où on commence à mettre en place l'automatisation des tests. Et ensuite, donc l'environnement d'intégration, où là, on commence à faire de vraies sessions exploratoires dans la pureté du terme, si on peut dire ça comme ça, où on continue d'enrichir notre référentiel, bien sûr,
puisque c'est l'essence du test exploratoire. On continue aussi à améliorer nos tests automatisés. Et donc sur la phase de validation de recettes, où on va faire des tests exploratoires et où là, ça devient presque plus qu'une formalité, puisqu'on a quand même acquis une très grande confiance en notre application jusque-là. Sur les mises en production, j'ai pas vraiment parlé de tests. On fait vraiment quelques validations de base, mais il y a aujourd'hui très peu d'activités de test en tant que telles sur les environnements de production chez nous. On essaie parfois de pousser, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas dans la politique. Donc pour commencer à conclure, si je veux comparer avec les tests scriptés, on a vraiment un temps de conception des tests qui est réduit, puisque nous, on a toujours cette bibliothèque de règles qui est enrichie au fur et à mesure et en même temps que nos tests, plutôt que d'avoir vraiment une phase de préparation, de rédaction des tests scriptés avant la montée en recette. On continue d'utiliser le même outil, donc on n'a pas perdu de temps pour s'habituer à un nouvel outil. Ça nous sert vraiment de référence, ça aide vraiment les testeurs débutants aussi à être un peu plus cadrés, à pas se sentir tout de suite lâchés quand ils connaissent pas du tout le test exploratoire et qu'ils ont l'habitude d'être très cadrés, très scriptés. La typologie des tests est identique à quand on faisait du test scripté, c'est ce que je disais. On fait, c'est la même couverture fonctionnelle et on fait aussi des tests de compatibilité, quelques tests non fonctionnels. Donc ça n'a pas changé. Au niveau de l'exécution des tests, celle-ci, elle est plus libre et elle est beaucoup moins répétitive. Donc, ça laisse plus de place à la critique de l'application, justement d'explorer, de se poser des questions pendant qu'on fait les tests, de constater le comportement de l'application. Ça vraiment nous permettre de la critiquer et pas seulement de chercher des bugs sur la façon dont le code a été mis en place, mais aussi de critiquer les spécifications et ce qu'on a voulu mettre en place. Les jeux de données sont systématiquement différents, donc on a moins de risques type paradoxe du pesticide. Et donc c'est des exécutions aussi qui sont plus fréquentes, puisqu'on passe moins de temps à les concevoir, donc on a plus de temps pour exécuter les tests. L'héritage laissé nous semble un peu meilleur que ce qu'il y avait avant, mais ça, ce sera aussi à juger par nos successeurs. Mais en tout cas, on a vraiment pensé à cet aspect documentation pendant la mise en place de ces tests exploratoires. Et donc, ce que je disais aussi, on a essayé de trouver le bon équilibre pour pallier aux inconvénients du test exploratoire. Souvent, on dit que les testeurs qui sont peu expérimentés ou qui connaissent peu l'application auront plus de mal à faire du test exploratoire. Nous, au travers de cette bibliothèque de règles qui est quand même qui détaille, si on veut aller voir le détail, on peut le trouver, le détail des fonctionnalités, des règles à mettre en place. Ça permet aux testeurs moins expérimentés de pouvoir quand même retrouver un peu ce cadre et pas d'être tout de suite perdu sans savoir trop quoi tester. C'est aussi plus facile pour nous de déléguer les tests à des personnes qui ont moins l'habitude d'en faire. On s'est posé quelques questions, notamment sur l'utilisation de l'outil. Est-ce qu'on continue à l'utiliser? Est-ce que ça a vraiment du sens de continuer à tracer cette bibliothèque de règles au final? Notamment du fait que les règles étaient déjà notées dans les user stories, par exemple, mais on s'est rendu compte que malgré tout, les cartes user story, en tout cas aujourd'hui dans la façon dont est utilisé Jira, et dans la façon dont on utilise aujourd'hui les outils, les user stories se perdent assez vite. À partir du moment où la fonctionnalité est mise en production, on va avoir beaucoup de mal à aller retrouver l'historique des user stories. On peut aussi toujours avoir une fonctionnalité qui vient en écraser une autre, qui vient en modifier une autre. Et donc ça, nous, comme on met à jour nos règles, ça nous permet d'avoir vraiment des règles qui sont toujours à jour et une documentation qui est à la disposition des testeurs. On a une live doc des règles métiers qui ont été développées, qui est générée par les développeurs. Donc, on s'est aussi posé la question, est-ce que nous, notre bibliothèque de règles, elle ferait pas doublon avec ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire du travail en double? Et c'est pareil avec l'expérience, on s'est rapidement rendu compte que les tests mis en place par les développeurs, même si c'est pas toujours du test unitaire technique, mais de plus en plus ils essaient de faire donc du BDD et donc de tester plus leurs fonctionnalités que
que leur code, entre guillemets. Ça reste quand même des tests qui sont différents de ceux qui vont être faits par les testeurs. Ça reste des tests unitaires, au moins au sens de la fonctionnalité, alors que nous, on teste vraiment en intégration, on teste des parcours sur l'application. Et puis les tests des développeurs sont souvent avec des jeux de données qui sont moqués. Alors que nous, vraiment, voilà, quand on fait les tests de l'application, celle-ci est vraiment dans son environnement. Elle communique réellement avec les web services qu'on consomme, avec les autres applications. Donc, ça reste des tests qui sont différents. Est-ce que c'est pas trop consommateur de temps aussi de passer ce temps à aller remettre les règles dans l'outil de gestion des tests? Nous, on a trouvé que voilà, on essaie de faire la balance et de trouver le bon équilibre pour que cet outil continue d'apporter de la valeur à nos tests sans pour autant que ça freine notre activité. Pour l'instant, la valeur de ces tests reste voilà dans ce que je disais tout à l'heure sur la documentation et aussi sur le fait de pouvoir guider les nouveaux testeurs qui ont moins l'habitude du test exploratoire et qui continuent d'avoir ce sentiment d'avoir besoin d'être un peu guidés. Et donc, pour conclure, donc je rappelle que les tests exploratoires, pour moi, ça laisse vraiment une place plus grande à la critique du produit dans son ensemble et pas seulement à la recherche de bugs. Je trouve vraiment que nos tests sont optimisés, la valeur de nos tests, en fait, ils ont une plus grande valeur sur la critique de l'application. Le fait de ne pas scripter les tests n'empêche pas d'être rigoureux. Moi, c'est l'impression que j'avais un peu au début. Je suis quelqu'un de très méthodique. J'ai besoin que les choses soient très cadrées. Et en fait, on peut être vraiment méthodique tout en faisant du test exploratoire. Ça n'empêche vraiment pas ça. Il faut donc trouver un équilibre, à chacun de trouver la façon de le mettre en place. Comment on utilise les outils. Est-ce qu'on veut tout de suite faire du test exploratoire partout, tout le temps, ou est-ce qu'on veut le mettre en place progressivement? C'est à chacun de trouver le bon équilibre en fonction du temps dispo qu'il a, en fonction des compétences de chacun, en fonction des outils qui sont à disposition. Et donc pour vraiment conclure, je pense que tout testeur a déjà fait du test exploratoire, même parfois sans le savoir. C'est vraiment quelque chose qu'on a tous déjà fait, ne serait-ce qu'en smoke test. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à passer le pas et à s'y essayer et à le mettre en place. Hop, eh ben, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. C'est un peu le stress qui a fait ralentir par rapport aux précédents essais. Mais on va pouvoir, j'espère qu'on aura le temps de répondre à quelques questions. Pour ma part, il y a le Discord de la Paris TestConf qui est ouvert. Moi, je vais m'y connecter, alors peut-être pas tout de suite ce soir, mais en tout cas, je vais m'y connecter ces prochains jours si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Et je reste dispo sur Twitter, sur LinkedIn. Je suis trouvable facilement s'il faut continuer à répondre. Merci Aurélie pour cette belle présentation. Ouais, comme tu disais, là, il y a beaucoup de questions. Donc là, on n'aura clairement pas le temps. Donc rendez-vous sur Discord après ou comme tu viens de dire. Donc je vais en sélectionner quelques-unes. On coupera à 58. Ça marche. Question de William. Combien de pourcentage de tests automatisés venant de tests exploratoires gardez-vous longtemps? N'est-ce pas trop lourd en charge de travailler, de modifier à chaque fois, de modifier à chaque fois des scénarios non spécifiés? Alors, quand on met en place l'automatisation et quand on fait ces sessions de tests exploratoires pour mettre en place l'automatisation, on garde quand même en tête que on est en train de mettre en place des tests qui sont voués à tester la non-régression de l'application, qui sont voués à être automatisés. Donc, il y a très peu de tests automatisés qui viennent de tests exploratoires qui finalement on ne garde plus parce qu'on se rend compte qu'ils n'avaient pas de sens. On anticipe déjà le fait d'avoir des jeux de données qui vont être stables, d'avoir des tests qui peuvent être automatisés et pas des tests qui sont pas répétables. J'espère que ça répond à la question. Merci. Prochaine question. Arnaud, du coup, process très intéressant. Peut-il, à ton avis, être condensé sur un cycle de 1 à 2 semaines? C'est vrai que là, tu nous parlais de 4 semaines. Je pense que oui, ça peut toujours l'être. Comme je le disais, en fait, il n'y a pas que les process de test qui nous empêchent aujourd'hui de réduire le cycle de livraison.
Ça pourrait faire, effectivement l'objet de toute une autre présentation. Moi je pense que ça peut l'être, puisque justement le test exploratoire, c'est toujours d'enrichir, enfin en tout cas nous on enrichit notre bibliothèque de tests, à la fois au moment des spécifications, mais aussi pendant qu'on teste. Donc ça nous permettrait vraiment, le fait d'être passé au test exploratoire nous permettrait nous d'absorber assez facilement si on voulait diminuer la durée de nos versions. Merci. Question de Hamza. Comment vous arrivez à gérer les faux positifs ou les faux négatifs issus du test exploratoire dans l'environnement d'intégration qui est par définition instable? On communique, on parle avec les développeurs. On est vraiment intégré dans l'équipe de développement. On parle avec les développeurs et aussi avec le product owner, puisque parfois c'est pareil, il y a des faux négatifs alors qu'il s'avère juste qu'on avait mal compris la règle. Mais c'est vraiment la clé, c'est la communication dans l'équipe, surtout sur les environnements d'intégration où on fait nos sessions de test. Voilà, on a un doute, on prend note, ou parfois on trace l'anomalie en précisant qu'on n'est pas sûr, et tout de suite on va en discuter avec les développeurs ou le product owner pour justement lever ce doute du faux positif ou faux négatif. Merci. Prochaine question, Daniel nous pose la question. J'ai du mal à comprendre en quoi les tests exploratoires permettent de définir les tests automatisés qui doivent être scriptés alors que les tests exploratoires non. Tu en as un peu parlé, mais je pense que c'était peut-être Oui, précisé. oui. Alors comment en fait, je vais automatiser par exemple une fonctionnalité sur l'API. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout de suite réfléchir à quel va être mon test automatisé scripté à la fin. Juste, je vais commencer à ouvrir mon outil, donc SoapUI par exemple, et je vais manipuler l'API. Je vais faire un cas passant, je vais lui envoyer, je sais pas, je souhaite consulter une fiche client. Je vais envoyer mon numéro de client, je vais voir ce que je retourne, je vais commencer à mettre en place mes assertions automatisées. Donc voilà, dans mon cas passant, je vais récupérer ça, et normalement, c'est ce que je dois récupérer à chaque fois que je lance ce test. Et ensuite, je vais me poser la question, voilà, quels sont les différents autres cas? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'accéder à une fiche client auquel moi je n'ai pas le droit? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'accéder sur un numéro de client qui n'existe pas? Et, en fait, c'est là où je dis que pour moi, je fais de l'exploration, je fais du test exploratoire. Par contre, à la fin, effectivement, il en découle un test qui est scripté, que je sauvegarde, que j'ajuste, hein, justement pour variabiliser mon jeu de données, pour peut-être trouver un jeu de données sur lequel je sais que ça va être plus stable, qui ne va pas être écrasé trop facilement. Et, donc à la fin, oui, j'ai un test scripté que je vais pouvoir réutiliser, qui va être lancé très régulièrement sur les environnements d'intégration et de recettes. Mais, au départ, enfin voilà, je manipule l'application, et je mets en place les tests au fur et à mesure que je les pense, et j'essaie pas d'arriver sur ma session d'automatisation avec déjà la liste que j'ai envie d'automatiser. Eh bien, merci beaucoup pour la présentation qui était top et pour les réponses aux questions. Du coup, je te laisserai prendre connaissance des questions pour lesquelles tu n'as pas répondu et puis y répondre peut-être sur Discord. Nous, on va Ça faire une marche. pause et on se retrouve à... Bonne soirée, Aurélie. Je te coupe. Et on se retrouve dans 3 minutes pour la présentation de William Rija Ralitera sur le clean code appliqué aux tests automatisés. À tout de suite.